In the turmoil of Sudan's forgotten war, Global LTV looks at the plight of the victims. Ladies and gentlemen, this is the news of the day. You're welcome. Tensions are high as peace talks to end Sudan's 15-month conflict face uncertainty. The upcoming negotiations set to begin in Geneva on Tuesday, the 14th of August, have been clouded by ambiguity regarding the participation of Sudan's army. Joy Ngong on this report. The Sudanese government has yet to confirm its attendance at the Geneva peace talks scheduled to start on Wednesday, August 14, with Sudanese Army leader General Abdel Fattah al-Burhan stating that the military will not join the talks. This decision comes despite the U.S. invitation for both warring sides to engage in ceasefire discussions. According to sources, al-Burhan has made it clear that the military will neither negotiate nor surrender. In contrast, the paramilitary rapid support forces led by General Hemeti have agreed to participate in the talks. U.S. Special Envoy to Sudan Tom Perriello has confirmed that the Geneva talks will move forward as planned on Wednesday, regardless of the Sudanese army's involvement. Perriello emphasized that this will be a launch of the peace process rather than the start of formal ceasefire negotiations. The solution will only come if they bring Sudanese leaders Burhan and Hemeti face to face and create a national dialogue to lay out real plans to end the crisis. They have to patch their differences and realize that any more failures will push Sudan to the brink of collapse. The Sudanese government has raised several conditions for their participation, including assurances regarding the implementation of the Jeddah Agreement signed last year and the desire for their representation to be recognized as the government, not just the military. Meanwhile, the United Nations has warned that Sudan is approaching a catastrophic breaking point. The International Organization for Migration cautions that without immediate and coordinated global action, Sudan could face tens of thousands of preventable deaths in the coming months. For over a year now, Sudan has been going through an unprecedented humanitarian crisis. The damage is enormous: loss of lives, child malnutrition, and displacement. Paul Inez Otu tells us more. Au Soudan, la situation est plus que critique. Ce sont des milliers d'hommes, femmes et enfants qui payent le prix fort. Ils sont confrontés au manque de nourriture, d'eau potable, de médicaments, de carburant et de protection pour les enfants touchés. Environ 690 000 enfants souffrent de malnutrition sévère selon l'UNICEF. Il y va sans dire que le Soudan est l'un des pays possédant le taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans le plus élevé au monde selon la même source. Les services de santé et d'alimentation dans les points chauds du conflit sont fortement entravés par les violents incidents. Un soir, mon mari est allé acheter des piles pour qu'on ait de la lumière et il a été tué. Il n'y a plus personne pour s'occuper de moi. Je suis seule. En plus, les ressources des communautés d'accueil au Soudan sont épuisées. Le système de santé est surchargé et les épidémies telles que la rougeole se multiplient dans les hébergements d'urgence surpeuplés. Sans parler de l'aspect sécuritaire qui est quasiment inexistante. Le pays est un véritable champ de bataille. Par conséquent, l'accès à l'éducation aussi est pénible. Les conflits et les nombreux déplacements sont des causes potentiellement conséquentes sur les aspects psychosociaux des enfants. Une source indique encore que 19 millions d'enfants n'iront pas à l'école cette année et que 4,3 millions de personnes ayant un besoin urgent de protection ne pourront pas être aidées. Face à cette situation on ne peut plus critique, l'UNICEF continue tout de même d'œuvrer tant bien que mal pour sauver le maximum de personnes. The situation in Sudan is unbearable. Thousands are dead, victims of a civil war which, for want of international intervention to bring about a truce, seems to be fueled by other countries lurking in the shadows, as Colin Bekatal points out. Les jours se suivent et les populations soudanaises plongées dans la guerre civile égrènent le chapelet de la terreur dans le silence international. Premier choc pour nous a été l'étendue des dégâts. Des quartiers entiers
détruits par les avions de chasse et à l'artillerie. C'est au mépris des vies des innocents que se déclarent des soutiens internationaux de certains pays. À l'un, Emeti, un fils de chamelier originaire du Darfour, région périphérique délaissée, et à l'autre, Al-Bourhan, le rejeton de l'élite traditionnelle, deux grands belligérants du conflit qui a déjà fait des milliers de morts. Ainsi donc, les atrocités commises contre les populations et le fait de famine dans ce pays passent presque inaperçus aux yeux du monde. C'est tout le pays ou presque qui est touché par les combats, de la capitale Khartoum à l'état d'Al Jazeera comme dans la région de Kordofan. Les sorties des Nations Unies ne tiennent aujourd'hui que de l'UNICEF qui se prononce sur des chiffres quant à la situation humanitaire. Une guerre, comme pour beaucoup d'autres qui profitent certainement à d'autres, tapis dans l'ombre. J'ai vu beaucoup de choses ces 10 dernières années dans le monde arabe, principalement en Irak, Syrie, à Gaza, en Libye et au Soudan. Un tel niveau de souffrance humaine est le pire sujet que je puisse imaginer couvrir. Des enfants, des femmes et des civils qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe autour d'eux. La pire chose qu'il puisse nous arriver dans ce métier, c'est de devenir indifférent face à ces images. L'initiative des pourparlers en terre suisse arrive déjà tard, alors même qu'il reste encore incertain qu'elle va porter des fruits. Des actions plus concrètes sont donc attendues pour que le Soudan, enfin, connaisse une paix, ne serait-ce que relative. In Sudan, the conflict between two army factions began in April 2023. Since then, clashes have continued unabated. The powerful generals at the head of these two factions, Abdel Fattah al-Burhan of the Sudanese Armed Forces and Mohamed Abdan Dagalo, better known as Hemedi of the Rapid Support Forces, are driven by an unshakable conviction in their ability to prevail. A look back at the causes of this conflict with Peter Lakuji. Après s'être emparé du pouvoir à Khartoum à la suite d'un coup d'État en 1989, le général Omar al-Bashir avait une profonde admiration pour un groupe local, les Janjaweed, qu'il a réorganisé en 2013 en une force de sécurité puissante et bien équipée, connue sous le nom de Force de soutien rapide, RSF, agissant en étroite collaboration avec les forces armées régulières. À la tête de cette force, il a placé un commandant local déjà reconnu pour ses actions controversées. La RSF était destinée à jouer un rôle crucial non seulement dans les futures opérations frontalières, mais aussi pour neutraliser les dissensions internes au sein de l'armée régulière. Les craintes d'al-Bashir concernant la fidélité de l'armée, maintenant dirigée par al-Bourhan, se sont révélées justifiées. En avril 2019, face aux manifestations massives organisées par des centaines de milliers de civils dans le cadre de la révolution soudanaise et à l'aggravation de la crise économique, les deux généraux ont uni leurs forces contre al-Bashir. Ils l'ont arrêté et ont accepté, bien que réticents, de partager le pouvoir avec les civils au sein d'un gouvernement chargé de superviser la transition démocratique. L'accord politique a succombé aux vicissitudes du temps. Abdallah Hamdok, en sa qualité de Premier ministre civil, bien que guidé par de nobles intentions, a pâti de ses maladresses politiques. Fort d'un passé de haut fonctionnaire international au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, il a rencontré des difficultés à promouvoir des réformes économiques rigoureuses. Au fil du temps, son soutien s'est progressivement érodé au sein de son alliance civile morcelée, les Forces pour la liberté et le changement, ainsi que parmi les deux branches militaires. En octobre 2021, Emeti et al-Bourhan ont abruptement mis un terme à cette situation en renversant Hamdok et en prenant les rênes du pays. Pourtant, la communauté internationale a largement passé sous licence ce coup d'État militaire, suscitant ainsi une préoccupation majeure. En avril 2023, une divergence d'opinion est survenue entre les deux généraux. En surface, le différend semblait et semble toujours porter sur la question de leadership. À un niveau plus profond, il oppose les forces externes, représentées par la RSF, basée à Rizegat, aux forces internes, incarnées par les tribus nubiennes de la vallée du Nil, qui jouent un rôle crucial au sein des forces armées soudanaises. Récemment, avec l'intensification de la compétition et le désir accru des partis de gagner le soutien de la population civile, cette situation s'est transformée en une véritable guerre civile.
Let us move over to our bonus info page. On August the 10th, Abdurrahman Tiani, President of the National Council of the Safeguard of the Fatherland, received Samuel Eto'o Fils, President of the FECAFOOT, at the Presidential Palace. The meeting was part of the former international footballer's visit to Niger to attend the prestigious awards organized by the Niger Football Federation. Brenda Nong for more details. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a été reçu le 10 août 2024 au palais présidentiel par le président du CNSP, Abdurrahman Tiani. Cette rencontre tient en faveur des awards des MENA d'or, prix décerné par la Fédération nigérienne de football, récompensant les meilleurs acteurs de football au Niger. L'objectif de cet événement dit de premier plan étant de promouvoir et célébrer l'excellence dans le sport à l'échelle nationale. Au terme de cette audience, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a tenu à exprimer sa gratitude au général Tiani pour le temps accordé, les conseils avisés, son soutien et ses encouragements indéfectibles. Je remercie le chef de l'État pour l'audience accordée ce matin et les conseils qu'il nous a donnés. Nous essaierons de tout faire pour continuer à travailler dans la promotion du football et de tout faire pour que le football africain que nous voulons voir soit respecté partout. L'ancien footballeur international n'a pas manqué de saluer la gestion actuelle du football nigérien en rendant hommage au travail de Djibrila Ima, président de la dite instance. La chance d'avoir un aîné. Si nous nous sommes lancés dans la gestion du football, c'est parce que ces aînés faisaient déjà un très bon boulot et ils continuent à faire ce boulot. Je suis heureux parce que je découvre que la passion que mon grand frère avait il y a des années, elle est restée intacte. En tout cas, cher grand frère, nous sommes fiers de toi et continue à donner la possibilité à ces jeunes. L'histoire, elle se racontera après, comme toujours. Également à ce rendez-vous, plusieurs personnalités nigériennes, dont les membres du CNSP, le ministre en charge des sports, Abdourahmane Amadou, le colonel-major Djibrila Ima Dipele, président de la FENIFOOT. L'entretien a également été marqué par une atmosphère de cordialité et de respect mutuel. Cette visite a permis aux dirigeants de la FECAFOOT de promettre soutien aux initiatives de développement du football au Niger afin de renforcer les liens entre les deux nations. And at this point, ladies and gentlemen, that we close the curtains for today's edition of the News of the Day here on Global LTV. Stay tuned to this channel and stay blessed.